Chers frères et sœurs, et bienvenue sur notre programme de Africa sans masque, Afrique sans masque d'aujourd'hui. Nous allons ensemble parler sur la situation de la RDC, excusez-moi un peu, pour mes cadres dans le centre. Nous allons un peu parler de la situation de la RDC. Et aujourd'hui, nous allons parler sur les cobaltes. La RDC peut-elle enfin briser la dictature des multinationales? Et si, cette fois, c'était l'Afrique qui imposait ses règles au monde entier? Et si, pour la première fois, un pays africain décidait de couper le robinet d'un métal vital pour l'économie mondiale? C'est exactement ce que la République démocratique du Congo a commencé à faire. En février 2025, elle a suspendu l'exportation brute de cobalt. Une décision qui fait trembler les multinationales, secoue Wall Street et rend nerveux les géants de la voiture électrique, que ce soit Mercedes, Tesla, Apple, tous dépendent d'un pays qui n'a même pas l'électricité dans ses écoles. Mais cette audace a un prix, car derrière cette manœuvre, c'est un bras de fer titanesque qui s'engage entre pays exsangues et un marché mondial affamé. Entre un État qui cherche à exister et des empires miniers qui cherchent à le briser. Le Congo produit 70% du cobalt mondial, mais moins de 15% des revenus finissent dans les caisses de l'État. Pendant que l'Occident roule électrique, le Congo creuse à la bougie. Alors, dans cet épisode d'Afrique sans masque, nous allons tout dévoiler. Qui contrôle réellement le cobalt? Pourquoi la RDC a décidé de bloquer les exportations? Quels sont les vrais risques de cette décision? Et surtout, est-ce le début d'une révolution minière africaine ou le dernier acte d'un sabotage mondial? Car si le cobalt est l'or bleu du XXIe siècle, alors la RDC tient peut-être l'arme la plus redoutable de notre temps. Mais la question est simple. Est-elle prête à s'en servir jusqu'au bout? Chers frères et sœurs, c'est ici où commence la guerre de toutes choses. Le métal bleu qui gouverne le monde, on l'appelle le cobalt. Un métal discret, silencieux, presque invisible, mais sans lui, aucune voiture électrique ne roule, aucun téléphone ne vibre, aucun avion du futur ne décolle. C'est lui, le cœur énergétique du XXIe siècle. Plus de 70% du cobalt mondial sort du sol congolais. Mais plus de 80% du raffinage est fait en Chine. Le Congo creuse, la Chine transforme. L'Occident consomme. Et les Congolais, eux, observent leurs enfants faire leur devoir à la lueur d'une bougie, pendant que l'Occident roule à l'électricité. Le cobalt est devenu l'or bleu du monde. Mais qui contrôle cet or invisible? Ce ne sont ni les mineurs congolais, ni même leur gouvernement.
Ce sont des groupes géants comme Glencore, CMOC, ERG, qui ont sécurisé les meilleures concessions, les meilleures infrastructures et les meilleurs profits. Et ça, c'est selon plusieurs journaux, Bloomberg and so on, ou encore d'autres analystes qui en parlent. Le pillage du cobalt n'a pas commencé avec Tesla. Il remonte à l'époque coloniale, quand le roi Léopold II exploitait déjà les richesses du sous-sol congolais sans que le peuple ne voie jamais un pont, une école ou un hôpital en retour. De Léopold à Lubumbashi, de Mobutu à Glencore, le fil conducteur est toujours le même. Le cobalt sort du sol, mais pas de la pauvreté. La RDC est riche en minerais, mais jusqu'ici, elle est restée pauvre en souveraineté. Mais en février 2025, quelque chose a changé. Pour la première fois, un gouvernement congolais a dit « Stop, nous ne vendrons plus notre cobalt brut ». Et ce jour-là, Wall Street a tressailli. Shanghai a retenu son souffle et Kolwezi s'est réveillé. Waouh! L'embargo choc de la RDC. Toujours en février 2025, dans un monde qui rêve des véhicules électriques, la nouvelle tombe comme un coup de tonnerre. La République démocratique du Congo suspend l'exportation de cobalt sous forme brute. À compter de ces jours, la vente de cobalt non transformé est interdite. Objectif officiel, faire monter les prix. Objectif stratégique, forcer les multinationales à construire des raffineries en RDC. Objectif caché, reprendre le contrôle d'un marché que le pays n'a jamais maîtrisé. Et ça, c'est un mouvement de rupture, une tentative audacieuse de changer les règles du jeu dans un secteur verrouillé depuis des décennies par les géants miniers. Conséquence immédiate, en quelques semaines, le prix de la tonne de cobalt grimpe de 21 000 à 33 000 $, une hausse de plus de 37%. Le monde réalise soudain que, waouh, sans la RDC, la transition verte ralentit. Comme l'a dit Guy Robert Lukama de la GECAMINE, je cite, « Personne ne peut investir dans une raffinerie congolaise quand les prix ne sont pas viables. » Fin de citation. Et je traduis cela en ceci. Sans maîtrise des cours, aucune souveraineté industrielle n'est possible. C'est aussi un message clair aux multinationales. Soit vous investissez ici, soit vous perdez l'accès à notre cobalt. Mais cette manœuvre n'est pas sans risque, car dans les bras de fer, la RDC joue gros, très gros. Chaque jour sans exportation, ce sont des millions de dollars qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État. Chaque mois, c'est un peu plus de pression sur un gouvernement déjà fragilisé par la guerre, la dette, la faim. Alors c'est un pari. Soit la RDC réussit
à imposer une nouvelle architecture du cobalt, soit elle s'effondre sous les représailles financières, juridiques, diplomatiques ou même militaires. Mais pour comprendre la vraie fragilité de cette stratégie, il faut aller plus loin. Dans les entrailles du système, là où les vraies questions commencent. La RDC a-t-elle seulement les moyens de sa souveraineté minière? Alors, la RDC a-t-elle le moyen de sa politique? Couper l'exportation, c'est facile. Transformer localement, c'est autre chose. Très vite, une question se pose, brutale, dérangeante, presque peut-être tabou. La RDC a-t-elle vraiment les moyens de sa souveraineté minière? Pas assez de courant électrique pour alimenter les quartiers de Kolwezi. Encore moins pour faire tourner une raffinerie. Pas assez de routes, des rails, des ports adaptés. Pas assez d'ingénieurs, pas assez d'usines, pas assez de vision industrielle. Al-Kitenge a dit ça. Al-Kitenge est un économiste congolais qui a dit, je cite, il faut davantage d'électricité. Et selon la loi, nos partenaires sont censés faire de la transformation locale. Mais cela n'a jamais été réellement le cas. Fin de citation. Aujourd'hui encore, la RDC n'exporte presque jamais du cobalt métallique. Elle exporte l'hydroxyde de cobalt, un produit intermédiaire semi-traité envoyé en Chine pour être raffiné, puis réimporté à prix d'or dans les batteries du monde entier. Le pays exporte la richesse et importe la valeur ajoutée. Une pelle creuse le sol à Kolwezi. On voit un conteneur, bateau vers Shanghai, raffinerie, voiture Tesla, retour en RDC sous forme de batterie à 10 000 $. La plus grande ressource du pays ne se transforme pas chez lui. Et c'est là, depuis l'époque coloniale, l'histoire se répète et parfois empire. Je travaille dans la mine depuis 17 ans, dit Pascal. Je n'ai jamais vu une usine ici. Mon fils veut devenir chimiste, mais l'école n'a même pas de lumière. L'idée de transformation locale est noble, nécessaire, historique, mais aujourd'hui, c'est une coquille vide. Un slogan plus qu'un système. Car pour imposer une politique minière, encore faut-il avoir un État minier. Et pourtant, malgré ce vide industriel, malgré ces failles logistiques, une chose inentendue s'est produite. Le monde entier a paniqué. Les prix se sont envolés et les géants miniers ont commencé à trembler. Et cela est très vrai. Un marché mondial bouleversé. Contre toute attente, malgré les coupures de courant à Kolwezi, malgré les infrastructures à genoux, malgré la logistique chaotique, l'embargo congolaise a eu un effet immédiat, implacable, imprévu. Le prix du cobalt bondit. En quelques semaines, comme je l'ai dit, il passe de 21 000 à 33 000 $ la tonne, plus de 37%. Un pays du Sud global vient de faire trembler un marché du Nord.
Les multinationales n'ont pas vu venir ces coups. Elles pensaient que la RDC céderait en silence. Mais cette fois, le silence est devenu coup de tonnerre. Alors, si je me rappelle juste au-dessus de ma tête, je pense que le 6 mars 2025, Eurasian Resources Group, Eurasian Resources Group, déclare un cas de force majeure. Le 11 juin, Glencore, le géant anglo-suisse, suit. Le 30 juin, CMOC, soutenu par la Chine, abandonne ses livraisons. Un par un, les empires s'effondrent, pas sur les champs de bataille, mais sur un contrat de cobalt. La RDC ne peut plus permettre au monde de dépendre d'une seule juridiction. Traduction, le Congo veut casser la domination chinoise sur le raffinage, mais aussi rappeler à Glencore, Tesla, Apple et les autres qu'ils dépendent de lui et non l'inverse. Des restrictions trop rigides pourraient hâter la transition vers des batteries sans cobalt. En clair, si la RDC pousse trop loin, le monde pourrait l'abandonner et chercher ailleurs. Mais ce processus prend du temps et aujourd'hui, il n'existe pas. Aujourd'hui, il n'existe pas d'alternative sérieuse au cobalt congolais. Aujourd'hui, ça n'existe pas encore. Ils veulent des batteries vertes, alors qu'ils regardent où commence leur électricité. Ici, dans notre sang, dans notre boue, dans notre sueur. Mais cette guerre ne se joue pas que sur les prix. Elle se joue aussi sur le nerf. Car pour chaque dollar perdu, c'est l'État congolais qui s'affaiblit. Et si le Congo ne tient pas le choc fiscal, alors la machine coloniale reprendra sa marche. Empire. Ça, je peux vous le dire clairement. Eh bien, chers frères et sœurs, entre pression fiscale et guerre stratégique, plus le cobalt reste dans les sous-sols, plus l'État congolais s'asphyxie, car chaque jour embargo, c'est une artère de l'économie nationale qui se bouche. En 2024, les exportations de cobalt ont rapporté plus de 4 milliards de dollars. Mais avec l'embargo partiel, les recettes mensuelles chutent dangereusement. Selon SEP Global, les pertes accumulées depuis février dépassent déjà 500 millions de dollars. C'est la double peine, dirais-je. Moins de revenus pour les caisses publiques et plus de pression pour relancer l'aide extérieure. Kitenge l'a dit, je reprends encore. L'embargo est une manière de forcer les partenaires à revenir à la table. C'est risqué, mais pas irréaliste. Fin de citation. En d'autres termes, la RDC joue avec le feu, mais avec méthode. Elle brûle une partie de ses revenus pour rallumer la flamme de sa souveraineté. Mais dans le camp d'en face, la riposte s'organise. Les grands groupes Volkswagen, VW, Panasonic, Tesla accélèrent la recherche des batteries low cobalt, voire sans cobalt du tout. C'est ce qui est en train de se passer maintenant. Alors, des restrictions trop rigides pourraient hâter la transition vers des batteries alternatives. Mais cette transition prend du temps, des années. Et pour l'instant, aucune technologie fiable ne remplace les contacts congolais à grande échelle. C'est là que réside la fenêtre d'opportunité. L'embargo actuel doit être accompagné d'un seul arsenal incitatif pour encourager la transformation locale. En clair, n'est pas seulement interdire, mais aussi attirer, subventionner les raffineries, protéger les entreprises locales et, si possible, créer
un environnement qui transforme l'audace politique en révolution industrielle. Et là, je peux parler peut-être de deux chemins parallèles, si vous voulez bien, deux chemins parallèles. Le premier chemin, RDC maintient l'embargo seul, il y a l'isolement qui suit, et puis la ruine. Deuxième chemin, RDC lance une stratégie intégrée, c'est-à-dire transformation plus incitation, et puis là, on va vers la souveraineté réelle. On ne gagne pas une guerre économique avec de la volonté seule. Il faut une stratégie. Et justement, derrière cette guerre du cobalt, une autre bataille se joue invisible, sournoise, silencieuse, entre des empires. Il y a la Chine d'un côté et les États-Unis de l'autre côté. Et le champ de bataille s'appelle le Congo. Alors, la guerre froide du cobalt, RDC, USA contre la Chine. Derrière chaque tonne de cobalt se cache une guerre. Pas une guerre avec des fusils, bien sûr, mais une guerre d'influence, d'accès, de contrôle. Une guerre froide, version 21e siècle, si vous voulez bien. Depuis son embargo, la RDC ne joue plus seulement une carte économique, elle joue une carte diplomatique. Et dans cette partie, les deux puissances majeures s'observent, s'opposent et s'activent. Avec près de 80% des concessions minières en RDC, la Chine est aujourd'hui l'acteur dominant du raffinage. Elle contrôle les usines, les circuits logistiques, les sociétés mixtes, et Colosie est devenu de facto un avant-poste de Pékin. Un drapeau chinois flotte au-dessus d'une mine de cobalt pendant que les drapeaux congolais s'effilochent dans la poussière. Mais cette domination n'est plus tolérable pour Washington. En parallèle de l'embargo, la RDC renforce ses liens avec les États-Unis. Washington soutient discrètement la volonté congolaise de casser le monopole chinois. Objectif: garantir un accès direct au cobalt africain sans passer par la Chine. En réalité, l'embargo congolais sert aussi à freiner les stocks chinois, créer une rareté, si vous voulez, une rareté contrôlée et pousser les nouveaux investisseurs vers l'axe occidental. Alors, pour que la RDC reprenne le contrôle du marché, il faut limiter la capacité de la Chine à se constituer des réserves stratégiques. Résultat, donc, il faut un terrain miné. Et dans ce nouveau grand jeu, la RDC est à la fois l'arbitre et la cible. Elle tente de danser entre deux empires, mais à trop jouer, les équilibristes ont fini parfois par tomber. Ce qui se joue ici dépasse le cobalt. C'est une lutte pour l'avenir technologique du monde. Une lutte où le sol congolais est plus stratégique qu'un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais que peut faire un pays affaibli, pris entre deux géants et en guerre sur son propre sol? Une seule chose: transformer ces chaos en opportunité. Et faire du cobalt non pas une malédiction, mais une arme de reconstruction nationale. Eh bien, quel avenir pour le cobalt congolais? Le cobalt congolais a toujours enrichi les autres. De Léopold D à ces temps-ci, de Colosie à Cupertino, mais aujourd'hui, une question s'impose. Le cobalt congolais peut-il enfin enrichir le Congo lui-même? Trois scénarios stratégiques se dessinent. Je vais les énoncer clairement. Scénario
Numéro un, les reculs, le retour en arrière. Sous la pression, la RDC lève l'embargo, les prix chutent, la Chine reprend ses livraisons, les multinationales triomphent et tout recommence comme avant. Scénario numéro 2, le blocage, l'asphyxie silencieuse. L'embargo continue, mais sans transformation locale. Les pertes fiscales s'accumulent, les investisseurs fuient et l'État congolais s'effondre par strangulation. J'appelle ça strangulation économique. Scénario numéro 3. La souveraineté stratégique. La RDC impose une transformation locale réelle, encadre fiscalement les multinationales, attire de nouveaux partenaires panafricains et transforme son cobalt en levier de développement national. Notre analyse. Mais pour entrer dans ce troisième scénario, il ne suffit pas d'un embargo, il faut un plan, une doctrine, un cap. Et si la RDC portait une charte minérale africaine où aucun minerai stratégique ne sort brut du continent? Et si Kolwezi devenait la capitale africaine de la transformation des métaux critiques? Et si le cobalt devenait le premier chapitre d'un récit nouveau, celui d'une Afrique qui transforme avant d'exporter, qui dicte ses prix et qui n'attend plus qu'on lui tende la main? À Lubumbashi, un jeune garçon regarde une batterie Tesla. Dans un reportage, il se tourne vers sa mère. « Maman, tu crois qu'un jour, c'est nous qui les fabriquerons ?» Elle répond en silence, car elle sait. C'est possible, mais ce ne sera pas donné. Il faudra se battre avec stratégie, avec mémoire, avec foi. Laissez-moi te donner un petit rappel historique. La Belgique avait volé le cuivre. La Chine a raflé le cobalt. La question est simple. Qui raflera l'avenir? Tout se joue maintenant. La guerre du cobalt n'est qu'un début. Car derrière le cobalt, il y a l'uranium, il y a le lithium, il y a le coltan. Et derrière ces métaux, il y a le pouvoir. Il y a le pouvoir, mes chers frères et sœurs. En conclusion, et si le cobalt devenait l'arme invisible d'un continent bleu? Le monde regarde le Congo, mais il ne le voit pas. Il voit des tonnes, il voit des dollars, il voit des contrats, mais il ne voit pas les enfants qui jouent près des mines. Les pères qui meurent sans pension, les mères qui lavent la poussière de cobalt à main nue. Même la Bible dit quelque part, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Ça, c'est dans le livre des Agées, chapitre 2, verset 8. Et si vous voulez, je peux parler aussi du Coran. Et nous avons mis dans la terre des moyens de subsistance pour vous et pour ceux que vous ne nourrissez pas. Sourate 15, verset 20. Alors, ce cobalt n'appartient ni à la Chine, ni aux États-Unis. Il n'est pas la propriété des Glencore, ni des CMOC. Ce cobalt est un legs sacré. Il appartient à un peuple, à une terre, à une génération qui n'est pas encore née. Je crois que c'est ça. Vous serez d'accord avec moi. Alors, si nous perdons cette bataille du cobalt, nous perdrons plus qu'un minerai. Nous perdrons notre dernier levier pour redéfinir notre destin. Afrique, réveille-toi. Arrête d'exporter ta sueur. Commence à transformer ton génie.
Le cobalt est peut-être la dernière chance de renverser la table. Une question pour toi. Selon toi, ou encore selon vous, mon frère, ma sœur, la RDC doit-elle maintenir l'embargo, même si cela affaiblit son économie à court terme? Répondez par A, oui, pour reconstruire un modèle souverain. B, non, il faut prioriser les recettes immédiates. C, une troisième voie est possible. Et vous savez qui sont les maîtres du jeu? Les maîtres du jeu pour donner matière à réflexion. Il y a Glencore avec ses antennes à Londres et ses relais suisses. Il y a CMOC, les géants chinois aux appuis étatiques. Il y a Tesla et Apple qui imposent des standards sans jamais regarder d'où viennent les métaux. Et en face, la Gécamine, seule fracturée, sous-financée. Alors, qui tient vraiment le volant du véhicule électrique mondial? Le cobalt, ce n'est pas juste un métal, c'est un miroir, un test, un ultimatum posé à l'Afrique. Vas-tu encore te vendre au plus offrant ou te racheter par toi-même? Pour terminer, je vais vous donner un dicton du jour. Comme d'habitude, quand l'Afrique vend brute, elle s'appauvrit. Quand elle transforme, elle s'élève. Mais quand elle reprend le contrôle, elle devient ingouvernable. Ça, c'est le dicton de Afrique sans masque. Abonnez-vous. Merci de nous avoir suivis. Partagez cette vidéo avec frères et amis. Cliquez sur j'aime. Et surtout, n'oubliez pas de visiter Afrique sans masque. Il y a d'autres vidéos que vous pouvez visualiser sur notre chaîne. Une fois de plus, merci beaucoup pour toute attention que vous nous avez donnée. C'est la voix de Odon Boulamba. Merci, au revoir et à la prochaine.